Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, si j'avais à résumer les dernières semaines, je dirais que le premier ministre s'est mis la tête dans le sable. Il n'a écouté ni la population ni les experts. C'est clair quand on parle de santé mentale, c'est clair quand on parle de protéger nos jeunes des commotions cérébrales, c'est clair quand on parle de cannabis, c'est clair quand le premier ministre fait payer tous les Québécois par les erreurs de son ministre de l'Immigration. Ces erreurs et ce manque de vision vont certainement nous coûter, Monsieur le Président, des millions. Le Conseil du patronat a même affirmé que l'attitude du gouvernement mine la crédibilité du Québec sur la scène internationale et renforce le cynisme à l'égard de notre système d'immigration. Monsieur le Président, la cassette du ministre de l'Immigration n'aura pas survécu aux tribunaux. Ce qui est triste, c'est que le premier ministre a préféré laisser les tribunaux dicter à son ministre la marche à suivre. Est-ce que le premier ministre peut se lever aujourd'hui, en cette Chambre, avouer qu'il a volontairement omis d'écouter les experts et l'ensemble de la population et qu'il aurait dû respecter cet engagement du 29 janvier de traiter les 18 000 dossiers? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, on a actuellement un ancien système, un vieux système pour choisir les nouveaux arrivants, un système qui fonctionne mal, un système qui n'arrive pas à bien répondre aux besoins des entreprises. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, l'ancien gouvernement avait, en fin de mandat, l'été dernier, mis en place un nouveau système qui s'appelle ARIMA, qui arrime beaucoup mieux les besoins des entreprises avec les candidats à l'immigration. Ça permet, avec ce nouveau système, de choisir les candidats qui répondent le mieux aux besoins des entreprises plutôt que l'ancienne approche qui était une approche de premier arrivé, premier servi. Donc, Monsieur le Président, nous, de notre côté, on souhaite le plus rapidement possible passer au nouveau système pour, entre autres, régler les problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Ce que je comprends, c'est que le Parti libéral et Québec solidaire préfèrent traiter 18 000 dossiers selon l'ancien système, ce qui va prendre plus d'1 an avant de travailler avec un système plus efficace. Ce n'est pas le choix qu'on a fait de notre côté, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Premier ministre, vous savez très bien qu'on peut le faire en parallèle. On peut aider à traiter les anciens dossiers et également avec le système ARIMA. Chaque jour qui passe coûte cher aux Québécois. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit qu'il voulait aller vite. Vous voulez aller vite. Nous avons plus de 120 000 postes à combler au Québec. Est-ce que le Premier ministre peut nous confirmer combien de dossiers seront traités en 2019? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'ai de la difficulté à suivre le chef de l'opposition officielle. D'un côté, on a 18 000 dossiers qui doivent être traités premier arrivé, premier servi. De l'autre côté, on a 91 000 déclarations d'intérêt selon le système ARIMA, puis nous, on préfère utiliser ce système-là. Donc, est-ce que le chef de l'opposition officielle est en train de nous dire qu'on devrait d'abord regarder dans le 91 000 avant de regarder dans le 18 000? Il faudrait qu'il se fasse une idée, là. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Selon d'anciens cadres du ministère, les 18 000 dossiers pourraient être traités en 6 mois, et ce, pour 15 millions de moins que le plan du ministre. Maintenant que le gouvernement s'est fait remettre à sa place par les tribunaux, est-ce que le premier ministre peut au moins s'engager à traiter l'ensemble des 18 000 dossiers, à fournir également un échéancier détaillé, tout en traitant ceux du système ARIMA? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'essaie de comprendre le chef de l'opposition officielle. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on doit traiter d'abord les 18 000 dossiers avant de regarder le nouveau système ARIMA, les 91 000 déclarations. Une journée, il nous dit ça, puis l'autre journée, il dit le contraire. Donc, est-ce qu'on traite d'abord les 18 000 ou si on peut commencer à traiter les 91 000? Que propose-t-il pour être clair? Monsieur le chef de l'opposition officielle.
Monsieur le Président, je pense que c'est clair que le premier ministre ne semble pas avoir la volonté politique de traiter l'ensemble de ces dossiers-là. Et ce, malgré l'avis des experts, des chambres de commerce, du Conseil du patronat et je suis sûr peut-être même de son ministre de l'Économie. Je me demande pourquoi il y a un acharnement à compliquer les choses. Pourquoi ne pas utiliser le gros bon sens dans ce cas-ci? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le gros bon sens, c'est d'utiliser le nouveau système. Le système qui permet d'arrimer les besoins des entreprises avec les candidats, les qualifications des candidats. Cependant, pour respecter la décision de la Cour, on va continuer de traiter les 18 000 dossiers jusqu'à ce que notre projet de loi soit adopté et j'espère que l'opposition va nous appuyer. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, au jour 1 de la décision politique du ministre de l'Immigration de déchiqueter les 18 000 dossiers qui touchent 50 000 personnes, on a été très clair et on a dit que cette décision était mal avisée, qu'elle était précipitée, qu'elle n'était pas humaine et qu'elle était anti-économique. Depuis hier, cette décision est maintenant rendue illégale. Le tribunal exige que le gouvernement fasse ce que le premier ministre s'était engagé à faire le 29 janvier dernier, à savoir traiter l'ensemble des 18 000 dossiers qui touchent 50 000 personnes. Qui gagne, Monsieur le Président, quand on va devant les tribunaux? On peut parler d'une certaine victoire pour les 50 000 personnes touchées, mais au final, personne ne semble véritablement gagnant de tout ça. Et on aurait pu éviter d'être devant les tribunaux aujourd'hui parce qu'il y avait des solutions claires. Nous devons retrouver la sérénité nécessaire pour avoir un débat constructif en cette Chambre. Je tends la main au ministre de l'Immigration. Il peut décider de traiter les 18 000 dossiers en 6 mois. Il est capable de le faire. Mais est-ce qu'il va le faire? C'est la question que je lui pose. Monsieur le ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je note le changement de ton de ma collègue et j'apprécie ce changement de ton. Je trouve que nos débats seront beaucoup plus harmonieux si elle adopte ce ton-là. Deuxièmement, Monsieur le Président, j'accepte sa main tendue, mais d'ailleurs, je l'invite à me rejoindre et à faire en sorte qu'on puisse adopter rapidement le projet de loi numéro 9 pour faire en sorte de pouvoir utiliser pleinement le nouveau système ARIMA. Et je l'invite également à dire aux gens qui souhaiteraient être au Québec d'appliquer dans le système ARIMA et pour ceux qui sont sur le territoire québécois, d'appliquer dans le programme de l'expérience québécoise. Parce que ça, c'est fondamental. Ils peuvent obtenir un certificat de sélection du Québec s'ils parlent français puis ont la connaissance. Parce que moi, Monsieur le Président, là, je ne veux pas faire en sorte de créer un autre inventaire au niveau du gouvernement fédéral comme le Parti libéral le fait. Parce que c'est ça la résultante de la gestion libérale au cours des dernières années. Lorsque la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne nous dit « Nous devons traiter tous les dossiers. Engagez-vous à traiter tous les dossiers. » Ce que les libéraux ont fait, c'est qu'il n'y avait pas de gestion de la demande et qu'au fédéral, ça crée des inventaires de 30 400 dossiers en 2017, 38 500 personnes, 41 200 personnes présentement en inventaire au fédéral. Ça, c'est la méthode de gestion libérale. Un autre inventaire. Ce que la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne souhaite faire présentement, c'est créer un inventaire, un deuxième inventaire au fédéral pour que les gens, ça prenne encore plus de temps. Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Je tends la main au ministre de l'Immigration, mais pour avoir une réponse notamment, Monsieur le Président. Cela coûterait moins cher de traiter les dossiers que de les éliminer. On économiserait l'argent des contribuables si on décidait de traiter les 18 000 dossiers plutôt que de les envoyer à la déchiqueteuse. Alors, Monsieur le Président, pourquoi, malgré la gifle sérieuse qu'il a reçue cette semaine, le ministre s'entête-t-il et refuse de traiter l'ensemble des 18 000 dossiers dans les prochains mois? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je vais essayer d'être clair. Du côté du Parti libéral, durant des années, on a laissé des dossiers s'accumuler, notamment les 18 000 dossiers. À partir du moment où le Parti libéral donnait des certificats de sélection, avec une absence de gestion de la demande, il créait un autre inventaire au fédéral. Et aujourd'hui, on est rendu à 41 200 personnes qui sont au niveau de l'inventaire fédéral, où il y a un CSQ qui a été émis par le Parti libéral, et on dit aux gens, attendez, attendez, attendez. Avec nous, c'est terminé. On va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, de façon à faire en sorte que les gens viennent rapidement au Québec pour qu'ils puissent exercer un emploi à la hauteur de leurs compétences. C'est ça le succès de l'immigration et c'est surtout d'avoir un parcours personnalisé pour faire en sorte d'accueillir respectueusement les gens. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Nous avons commencé les commissions, la commission parlementaire et on a entendu le Conseil du patronat nous dire la chose suivante. Là, on est un peu dans le brouillard. On est un peu beaucoup dans le brouillard. On risque de perdre des gens. Alors, il y a beaucoup de craintes des employeurs de perdre ces bons candidats. Les milieux économiques, les personnes touchées, les experts demandent au ministre de traiter les 18 000 dossiers qui touchent 50 000 personnes. C'est ça la question.
quand va-t-il nous dire et nous confirmer qu'il va traiter ces dossiers? Pas nous sortir des chiffres du fédéral, traiter les 18 000 dossiers actuels. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, ce matin, justement, on avait une commission parlementaire, puis Mme Hébert, vice-présidente de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, est favorable au projet de loi 9 et est favorable au fait qu'on utilise le nouveau système ARIMA. La députée de Saint-Henri-Sainte-Anne l'a entendu, elle était présente dans la même commission que moi. L'ensemble des groupes, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, la Fédération des chambres de commerce du Québec, le Conseil interprofessionnel du Québec, le Conseil du patronat aussi, les manufacturiers exportateurs du Québec ont émis, suite au dépôt du projet de loi, des commentaires favorables au projet de loi. Est-ce que la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne peut s'engager avec sa main tendue à travailler en collaboration avec nous pour moderniser, améliorer le système d'immigration beaucoup plus rapidement, de façon à faire en sorte que maintenant, on va avoir un accueil respectueux pour les personnes immigrantes. Ils vont pouvoir travailler dans leur domaine de formation. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Question principale, Monsieur le député de Néligan. Justement, Monsieur le Président, le Conseil du patronat a déclaré en commission parlementaire la rareté de main-d'œuvre qui prive notre économie de milliards de dollars de contrats et d'investissements mérite qu'on porte une attention aux candidats qui pourraient rapidement assurer le maintien de leur emploi ou de leur statut de travailleur au Québec. Monsieur Dorval faisait mention que les entreprises ont besoin de prévisibilité. Ils ont besoin de savoir que la main-d'œuvre sera disponible. Avec 3,9 de postes vacants, le Québec a continué de connaître la pénurie de main-d'œuvre la plus sévère au pays. C'est aujourd'hui plus de 118 000 postes qui demeurent à combler dans toutes les régions du Québec. La FCEI faisait état d'une croissance de 58,7% des postes vacants de longue durée. Est-ce que la ministre du Développement économique régional a pris la peine de présenter les inquiétudes des employeurs en région à son collègue, le ministre de l'Immigration, qui, à toute évidence, n'avait pas prévu l'impact de son projet de loi 9 pour l'ensemble de nos entrepreneurs? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, le projet de loi 9 ne change rien à la réalité des personnes qui sont sur le territoire québécois. Pour les gens qui sont avec un permis de travail fédéral, leur statut ne change pas avec le projet de loi 9. Au contraire, on les invite à déposer leur dossier dans ARIMA ou à se diriger vers le programme d'expérience québécoise pour faire en sorte qu'ils puissent obtenir leur certificat de sélection beaucoup plus rapidement. J'entends le député de Néligan nous dire qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Vous avez été 15 ans au pouvoir, vous ne l'avez pas prévu, vous n'avez pas adressé la question pour répondre à cette pénurie de main-d'œuvre-là. Nous, ce qu'on veut faire avec l'immigration, notamment, c'est de répondre à cette pénurie de main-d'œuvre-là, Monsieur le Président. Parce que, vous savez, Monsieur le Président, on s'est retrouvé dans un système où c'était premier arrivé, premier servi. Peu importe les emplois disponibles, peu importe le profil des candidats, est-ce que le député de Néligan est contre le fait de créer un arrimage entre le profil des candidats à l'étranger et les emplois disponibles? Dans toutes les régions du Québec, les gens, les entreprises, ils disent, on crie à l'aide, on a besoin pour s'assurer que nos entreprises demeurent dans les régions pour assurer la vitalité de nos différentes régions. Il faut avoir de la main-d'œuvre qui est qualifiée, qui est compétente, mais qui répond aux besoins de main-d'œuvre. Alors, je l'invite à travailler avec moi au niveau de la régionalisation parce qu'on en parle dans le projet de loi 9, d'avoir des outils pour régionaliser l'immigration et pour s'assurer que les postes dans les entreprises en région soient comblés. Allez-vous nous accompagner? Première complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, Mitch Garber disait à RD Économie hier que les politiques en immigration étaient problématiques à plusieurs niveaux. Les investisseurs de l'étranger cherchent toujours les meilleures places pour leur famille, pour leur compagnie, pour leurs employés. Et les politiques plus restrictives nuisent beaucoup à l'investissement étranger. Il a affirmé avoir mentionné ses inquiétudes au ministre de l'Économie et au président du Conseil du Trésor. Qu'est-ce que ces deux hommes d'affaires ont à dire sur les mauvais signaux envoyés aux investisseurs, aux nouveaux travailleurs par le projet de loi sur l'immigration? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, savez-vous ce qui est un mauvais signal? Ça a été le fait qu'on ne s'est pas occupé de l'immigration pendant 15 ans. Honnêtement, Monsieur le Président, vous savez, la réalité, là, quand on parle des chiffres, c'est le fait que 59 des nouveaux arrivants ici au Québec depuis moins de 5 ans occupaient un emploi pour lequel ils étaient surqualifiés. Est-ce que le député de Néligan, est-ce que la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne sont fiers de ce chiffre-là? Ça, là, c'est la meilleure illustration du fait de dire qu'on choisissait des gens qui ne répondaient pas aux besoins du marché du travail. Même chose, pourquoi est-ce que les nouveaux arrivants, issus depuis moins de 5 ans, leur taux de chômage est plus du double de la population native au Québec? Il y a une réelle problématique et on va la régler en arrimant les besoins du marché du travail avec le profil de compétences des gens. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, la croissance économique du Québec nécessite de la prévisibilité et une disponibilité des ressources pour permettre aux créateurs de richesses de poursuivre leur mission essentielle, à savoir
la prospérité économique. Le projet de loi sur l'immigration envoie des signaux négatifs sur l'un et l'autre de ces aspects. Est-ce que le ministre va se rallier derrière les arguments du milieu des affaires et minimalement prévoir des méthodes transitoires entre aujourd'hui et l'utilisation du système ARIMA? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, quand vous avez une entreprise, il est vrai que vous avez besoin de prévisibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, la prévisibilité, notamment lorsque vous investissez dans votre entreprise, que vous avez besoin de travailleurs pour la faire fonctionner dans les différentes régions du Québec? C'est de s'assurer que vous allez pouvoir faire venir des immigrants, des travailleurs, pour venir dans les différentes régions du Québec, pour venir vous aider, vous accompagner dans votre entreprise, pour assurer aussi que la personne immigrante qui va choisir d'aller en région puisse demeurer en région, puisse demeurer en lien avec sa communauté d'accueil et qu'elle ne quitte pas vers Montréal, comme ça s'est fait trop souvent. Parce que vous le savez, au niveau des régions, on a de la difficulté au niveau de la régionalisation de l'immigration. Nous, on a un plan pour assurer la régionalisation. Le projet de loi 9 assure d'avoir un parcours personnalisé pour s'assurer que l'immigration au Québec, ce soit un succès. Où vous avez échoué, nous, on va Question réussir. principale, Madame la chef du troisième groupe d'opposition. Bonjour, Monsieur le Président. Depuis 3 semaines, tout le monde dit au premier ministre et son ministre de l'Immigration que d'annuler le traitement des dossiers, c'est inhumain, on le sait, c'est illogique, puis on apprend hier que c'est illégal. La Cour a effectivement affirmé ce que les juristes affirment depuis un certain temps. On n'a pas le droit d'aller à l'encontre de la loi québécoise. Ça démontre que ce projet de loi-là a été fait dans une précipitation et, je dirais, qu'il n'a pas été à l'écoute du gros bon sens. Pourtant, le premier ministre, depuis son élection, ne cesse de nous rappeler qu'il faut utiliser le gros bon sens. Le gros bon sens, Monsieur le Président, est-ce que c'est de se dépêcher à déposer un projet de loi qui, dans le fond, ne permet même pas de répondre aux besoins identifiés? À mon sens, non. Est-ce que le gros bon sens, c'est ce qu'on assiste depuis des semaines avec le gouvernement présent? À mon sens, non. Le gros bon sens, c'est qu'une personne qui, elle, s'est engagée à respecter le processus d'immigration, a rempli les papiers, a investi l'argent nécessaire, qu'elle ait une réponse. C'est ça le gros bon sens. Et d'ailleurs, on a déjà perdu quelques semaines de non-traitement de dossiers considérant le projet de loi sur la table. Alors, est-ce que le premier ministre va demander à son ministre de revoir son projet de loi? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on a actuellement 2 systèmes pour choisir les nouveaux arrivants. L'ancien système, qui fonctionne premier arrivé, premier servi, puis un nouveau système qui s'appelle ARIMA, où on choisit d'abord les personnes qui répondent le mieux aux besoins des entreprises. Nous, on préfère le deuxième système. Nous, on préfère passer le plus rapidement possible au deuxième système. Ce que je comprends, c'est que dans notre Assemblée, il y a 2 partis sur 4, donc Québec solidaire et le Parti libéral, qui disent qu'il faut d'abord revoir les 18 000 dossiers, même si ça ne répond pas aux besoins du marché du travail, plutôt que de se concentrer d'abord sur les besoins du marché du travail. C'est un choix que font Québec solidaire et le Parti libéral. On commence à les voir d'ailleurs de plus en plus ensemble, mais nous, de notre côté, on préfère un système qui répond mieux aux besoins du marché du travail. L'économie, c'est important. Première complémentaire. Monsieur le député de Laurier-Dorion. Monsieur le Président, avant de dire que l'ancien système, les dossiers déposés dans l'ancien système ne correspondaient pas aux besoins du marché du travail, il faudrait commencer par regarder ces dossiers-là. C'est un minimum. Mais les ministres aiment bien, en cette Chambre, brandir le rapport de la vérificatrice générale sur l'inaction libérale. Mais la réalité, c'est que maintenant, c'est lui le ministre. Et il ne fait pas assez pour s'attaquer aux problèmes identifiés dans ce rapport, notamment la francisation. Pourquoi défendre un projet de loi qui ne répond pas à cet enjeu fondamental? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je remercie le collègue de Laurier-Dorion pour sa question. Écoutez, le projet de loi numéro 9, c'est une première étape
vers une réforme du système d'immigration, notamment pour répondre au rapport de la vérificatrice générale qui a été rendu à l'automne 2017. Alors, j'entends bien la préoccupation du député de Laurier-Dorion relativement à la francisation. Effectivement, c'est pour ça, entre autres, que dans le projet de loi, on met certaines dispositions relativement à l'accompagnement des personnes immigrantes pour être en mesure de déployer des services à la fois pour les personnes immigrantes dès le pays d'origine, mais aussi ici pour les travailleurs temporaires, pour leur offrir des services en matière de francisation, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est de s'assurer que les gens qui sont sur le territoire québécois, qui parlent français et qui travaillent, bien, ils puissent demeurer et faire leur vie au Québec en fonction des besoins du marché du travail. Alors, je le remercie pour sa question. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Monsieur le Président, le ministre manque d'humilité. C'est son projet de loi, c'est sa première décision, et là, il s'est planté. L'erreur est humaine, Monsieur le Président. Il peut admettre son erreur et se concentrer sur les réels enjeux. Par exemple, les organismes communautaires qui font un travail remarquable en matière d'intégration et de francisation manquent de ressources en ce moment. Au lieu de s'entêter avec un projet de loi bâclé, le ministre va-t-il se concentrer sur la francisation et l'intégration des personnes immigrantes? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, encore une fois, oui, c'est un des objectifs du projet de loi 9, mais c'est une première étape, le projet de loi 9. Ce qu'on fait, c'est qu'on place l'assise juridique pour faire en sorte que le système d'immigration amène certaines réformes. On veut amener le système d'immigration dans un système qui va être basé sur un système de déclaration d'intérêt et où on va s'occuper des gens aussi. Mais c'est l'ensemble des partenaires, autant le ministère de l'Éducation qui donne des cours de francisation, autant les organismes communautaires et autant le ministère de l'Immigration. Mais ce qu'il faut faire, c'est avoir une synergie. Puis c'est pour ça qu'on met dans le projet de loi le rôle de coordination du ministère de l'Immigration de façon à faire en sorte que maintenant, bien, on ne travaille plus en silo puis qu'on travaille d'une seule voix puis qu'on s'assure de voir qu'est-ce qui est bien fait dans certains ministères et qu'on s'assure d'avoir une cohérence gouvernementale sur l'ensemble de la francisation et de l'intégration. On agit, Monsieur le Président, et j'invite le député à collaborer. Question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, en matière de laïcité, le gouvernement a annoncé son intention de régler la question du port des signes religieux durant cette session parlementaire. Alors, il peut compter sur notre collaboration pour adopter la meilleure loi possible sur cet enjeu. Mais la laïcité, c'est beaucoup plus large que ça. Il se trouve que depuis 11 ans, le cours d'éthique et culture religieuse est un échec, notamment parce qu'il véhicule des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Stigmatise les enfants en fonction d'une pratique religieuse, discrimine les enfants non pratiquants, propage des stéréotypes, véhicule des dogmes religieux, va à l'encontre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est un rapport du Conseil du statut de la femme. Je demande au gouvernement du Québec de voir plus grand et de régler la question du cours d'éthique et culture religieuse. Va-t-il adopter notre motion qui fait en sorte qu'on règle cet enjeu-là et qu'on pense de façon beaucoup plus large la question de la laïcité au Québec? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je suis content de voir que le chef de la deuxième opposition est pas mal sur la même longueur que nous, la même longueur d'onde que nous, sur la laïcité, sur l'interdiction des signes religieux pour les personnes en autorité. Donc, encore une fois, comme dans le dossier de tantôt, le Parti québécois va être avec la CAQ contre Québec solidaire qui va être avec le Parti libéral. Maintenant, Monsieur le Président, concernant le Code d'éthique et culture religieuse, on l'a déjà dit depuis plusieurs années quand on était dans l'opposition, ce cours doit être complètement revu. Donc, ça fait partie des priorités du ministre de l'Éducation. Donc, ça sera quelque chose qui sera regardé, mais je pense qu'on doit commencer par livrer certains dossiers. On ne peut pas régler toutes les erreurs en 6 mois. Donc, on va commencer par régler certaines erreurs, puis ensuite, on réglera les autres. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre pourrait commencer juste à sa droite, ce serait déjà un bon exemple. J'essaie de dire une chose, sur cet enjeu-là, le gouvernement se retrouve avec Québec solidaire qui ne veut pas abolir le cours d'éthique et culture religieuse. Son ministre de l'Éducation, il a aimé ça enseigner le cours, puis lui, il pense qu'il ne faut pas l'abolir. Nous, on pense que des représentations simplistes qui disent des chrétiens en soutane et grosses croix, des musulmanes portant le burqa, des autochtones avec des plumes sur la tête, c'est le genre d'image discriminatoire qui ne devrait pas avoir lieu. Ce cours-là va à l'encontre des objectifs de laïcité. Est-ce qu'il veut l'abolir comme nous? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le chef de la deuxième opposition vient de donner un bon exemple où il doit y avoir des changements importants, une réforme importante dans le Code d'éthique et culture religieuse. Je comprends que le chef de la deuxième opposition trouve qu'on ne va pas assez vite. Mais maintenant, il faut faire les choses dans l'ordre, et c'est ce qu'on essaye de faire. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, c'est pas qu'il ne va pas assez vite, c'est qu'il ne va pas assez loin.
Et notre position en matière de laïcité va beaucoup plus loin que celle de la Coalition Avenir Québec. S'il est sérieux dans ce qu'il entreprend en matière de laïcité, il va considérer l'abolition du cours d'éthique et culture religieuse, sinon il va se retrouver dans le même camp que le Parti libéral qui l'a créé et Québec solidaire qui ne veut pas l'abolir. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je répète au chef du deuxième groupe d'opposition qu'on est d'accord pour une réforme importante du cours d'éthique et de culture religieuse. Pourtant, le chef de la deuxième opposition était avec moi quand on l'a mis en place, ce nouveau cours. Évidemment, il y a encore des améliorations à apporter. Je comprends que le chef de la deuxième opposition le voit comme nous, qu'il y a des choses à apporter, à changer, mais on n'est pas obligé de jeter le bébé avec l'eau du bain. On a le droit d'expliquer l'histoire des religions aux personnes, aux jeunes qui viennent dans nos écoles. Donc, j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble sur ce dossier-là. Question principale, Monsieur le député de Vimont. Monsieur le Président, depuis plus d'un an, 1030 travailleurs et travailleuses d'ABI ont été mis en lock-out par la compagnie. Ces travailleurs et travailleuses sont privés de leur gagne-pain. À son arrivée en poste, le ministre du Travail a tenté de se montrer rassurant, mais sans succès. Il s'est rendu à Pittsburgh. Il a annoncé aussi la mise sur pied d'un conseil de médiation. Devant les passes, il a annoncé la création d'un comité restreint. Le ministre du Travail s'était commis sur la date du 30 novembre afin d'arriver à une entente. Première échéance, échec. Il s'est ensuite commis sur la date du 21 décembre, encore un échec. Nous sommes le 26 février et toujours pas de résultat. Rappelons qu'en campagne électorale, le premier ministre avait déclaré qu'il allait intervenir personnellement afin de régler ce conflit rapidement. Le syndicat veut maintenant aller en arbitrage, mais pas la compagnie. Le ministre peut-il nous indiquer quelle solution il retient finalement et c'est quoi maintenant sa nouvelle échéance? Monsieur le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Ce que j'apprécie de la déclaration de mon collègue, c'est qu'il met en relief l'inaction du gouvernement libéral. Le lock-out a effectivement été déclaré le 11 janvier 2018 et entre le 11 janvier 2018 et le 1er octobre de l'année dernière, rien. Nomination de médiateur spécial, au-delà, rien. Nous avons été en action et mon collègue vient de bien identifier les actions qui ont été prises depuis notre assermentation, formation d'un conseil de médiation, rencontre avec les partis, détermination d'un échéancier, formation d'un groupe d'experts. Il y a des solutions, il y a un arbitrage de différents potentiels, il y a une proposition de règlement qui peut venir. Il y a aussi, évidemment, d'autres solutions. Si nos collègues devant nous peuvent nous exprimer ou nous proposer d'autres solutions, vous êtes les bienvenus, mais j'apprécie beaucoup que vous mettiez en relief ce que nous avons fait depuis le 1er octobre. Merci. Première, s'il vous plaît. Première complémentaire, Monsieur le député de Vimont. Monsieur le Président, nous ne sommes pas en mars 2018 et ni en juin 2018. Nous sommes maintenant en février 2019. Le conflit dure maintenant depuis plus d'un an. Le ministre est en poste depuis le 18 octobre 2018. Il a posé lui-même 2 échéanciers qui lui a même dû repousser dû à son incapacité à trouver une solution. À quand, Monsieur le Président, une piste de solution pour les travailleurs et travailleuses d'ABI? Monsieur le ministre de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Les personnes qui sont aguerries en matière de négociation connaissent l'importance de la confidentialité des échanges. Lors des rencontres que j'ai eues avec les partis, elles m'ont exprimé clairement non seulement leur volonté de négocier, mais leur volonté de faire une entente entre elles-mêmes. Il faut parfois donner le temps aux discussions. Il y a évidemment des options. Il y a des alternatives qui sont analysées par les partis. Je les ai rencontrées de nouveau la semaine dernière. On ne cesse d'être en action. Il y a des opportunités qui se présentent. En terminant. Il y a des décisions à prendre et on fait le suivi. Merci. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Vimont. Merci, Monsieur le Président. Le ministre a passé sa carrière à représenter les employeurs en conflit de travail. Il ne réussit pas à trouver une solution. Est-ce que le premier ministre peut s'en mêler et de rencontrer les travailleurs et travailleuses qui s'est engagé et à leur parler à ce qu'il entend faire? Monsieur le ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, lors de la dernière campagne électorale, ça a toujours été clair dans les propos du premier ministre et dans les miens.
ainsi que mon collègue de Bécancour-Nicolet, le dossier de l'enquête que vous avez laissé en plan entre le 1er janvier et le 1er octobre 2018, on en fait une priorité. On est constamment actifs. Les médias le reconnaissent en Mauricie et au centre du Québec. Laissez-nous aller. Laissez les partis négocier. Elles ont un devoir de négocier de bonne foi. On les laisse aller et l'hypothèse de règlement viendra en temps et lieu. Merci. Question principale, Madame la députée de Mercier. Merci, Monsieur le Président. Je vais aujourd'hui parler de la crise du recyclage au Québec. Le lobby Éco-entreprise Québec, qui représente les Coca-Cola et les Nestlé de ce monde, a déposé aujourd'hui son rapport du projet pilote vers innovation. Ce lobby se targue depuis tôt ce matin sur toutes les tribunes que son projet est un véritable succès. Mais le ministre de l'Environnement doit faire très attention parce qu'il y a clairement ici une tentative de maquiller la réalité. La technologie est très coûteuse, elle est difficile à utiliser, fragile et pas adaptée à notre climat. Pire, cette technologie ne permet pas de faire la base du recyclage qui est de faire du verre avec du verre. Karel Ménard, le plus grand expert de la question au Québec, a démissionné jeudi dernier et il faisait partie du comité de suivi du projet pilote. Est-ce que le ministre de l'Environnement va, comme les libéraux avant lui, gober aveuglément tout ce que le lobby Éco-entreprise Québec lui dit? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Question importante. Ce qu'on a eu l'occasion de répéter à plusieurs reprises ces dernières semaines, c'est que la question de la consigne ne doit pas être une solution en soi. Le mandat qui m'a été clairement confié par le Premier ministre est celui de regarder l'ensemble de la gestion des matières résiduelles. La récupération en fait partie, le recyclage en fait partie et plusieurs rapports sont attendus dans les prochaines semaines et les prochains mois. La collègue fait mention d'un rapport qui a été déposé par une entité, Coentreprise Québec. Actuellement, il y a également la CMM qui consulte ses villes membres et qui se propose de tenir une consultation au cours des prochaines semaines pour un rapport qui, lui, serait publié à la fin de l'été. Il y a également l'UMQ que je rencontrais pas plus tard qu'hier, qui également est à consulter ses membres. Donc, on a pris l'engagement de régler cette question-là, non pas uniquement par l'angle de la consigne, mais au niveau de la gestion des matières résiduelles dans son ensemble. Donc, très prochainement, dans les prochains mois, certainement, nous ferons connaître notre position. Et non, ça ne touchera pas que la consigne, mais réellement une vision globale. Première complémentaire, Madame la députée de Mercier. Merci. Je suis contente de voir que le ministre aussi est prêt à entendre d'autres personnes que seulement EEQ, Éco-entreprise Québec. D'ailleurs, le 8 février dernier, j'ai rencontré le ministre de l'Environnement pour lui demander d'exiger de Recyc Québec un portrait rigoureux de la crise du recyclage, de poser des questions parce qu'il y a toutes sortes de chiffres qui circulent en ce moment. Une chatte, il perdrait ses petits. Une chose est certaine, il ne faut pas que le ministre écoute uniquement Éco-entreprise Québec. D'ailleurs, est-ce qu'il a exigé auprès de Recyc Québec, dont c'est le mandat, de lui donner les bons chiffres? Est-ce qu'il va les rendre publics, ces chiffres-là? Monsieur le ministre de l'Environnement. Il y a plusieurs données qui sont disponibles selon les interlocuteurs à qui on s'adresse. La collègue a raison sur un point. Il y a aussi plusieurs réponses à la question, en ce sens qu'il y a certainement lieu de moderniser les centres de tri, un peu comme le réclame Éco-entreprise Québec, mais il y a également lieu de revoir la chaîne entière de gestion des matières résiduelles. Actuellement, au Québec, on peut se targuer d'avoir un très bon taux de récupération. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, grâce à l'effort des citoyens, des citoyennes. Cependant, plus on poursuit la chaîne du recyclage, c'est là où on perd certainement un potentiel intéressant. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Mercier. Si on reste sur la crise du recyclage et du verre au Québec, le Québec tourne en rond depuis très longtemps et on a l'impression que c'est toujours le lobby qui mène le bal. Il est temps que le ministre de l'Environnement reprenne le contrôle de la situation. D'ailleurs, Québec solidaire, on suit ce dossier depuis très longtemps et on a une proposition à faire à Monsieur le ministre de l'Environnement. Est-ce que le ministre accepte de mettre sur pied une commission parlementaire pour étudier en toute transparence les solutions durables à cette crise du recyclage du verre au Québec qui dure depuis longtemps? Monsieur le ministre de l'Environnement.
Merci, Monsieur le Président. La collègue fait référence à juste titre à la crise du verre. Et cette crise du verre fait suite à la crise du papier. Et on est à la veille de vivre également une crise du plastique. Donc, ça illustre à quel point, au cours des dernières années, on a laissé une situation se dégrader. Je peux assurer la collègue que très bientôt, on fera savoir nos intentions à ce niveau-là. L'idée d'une commission parlementaire ou d'un mandat d'initiative à ce moment-ci ne nous apparaît pas nécessaire parce que plusieurs tables de travail qui œuvrent à conseiller le ministère, je faisais référence notamment à UMQ, CMM, Éco-entreprise Québec, il y a plusieurs interlocuteurs qui travaillent sur le dossier. Donc, rapidement, on pourra revenir avec un plan de match pour répondre à l'incapacité. Question principale, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, en novembre 2016, le premier ministre disait la chose suivante. Je présenterai bientôt un plan de match pour qu'Hydro-Québec exporte davantage. Tout le monde va y gagner. Le gouvernement de la CAQ va donc lancer un grand chantier qui va créer des milliers d'emplois payants. Je parle de lancer une Bay James du 21e siècle. Suite à cette déclaration, le premier ministre avait aussi affirmé que nous connaîtrions les détails en 2017. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes toujours devant le néant. J'ai posé la même question ici au ministre et sa réponse était « Notre message est clair, il est très simple et même, de toute évidence, il est responsable. On va travailler sur l'exportation des surplus énergétiques. » Monsieur le Président, les Québécois veulent plus d'informations, pas une simple affirmation de l'évidence. Nous voulons tous exporter nos surplus. Ceci dit, ce qui est très clair aujourd'hui, c'est la rebuffade de l'Ontario d'hier. Mais la stratégie d'Alliance énergétique, elle, on n'en sait toujours rien. Est-ce que le ministre va nous expliquer clairement c'est quoi son plan? À qui va-t-il vendre nos surplus? À quelles conditions et combien que ça va nous coûter, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de l'Énergie. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, je suis un peu surpris de voir l'attitude de mon collègue de Laval-des-Rapides, une attitude que je qualifierais de résignée. J'ai vu certains gazouillis, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est presque si ce dernier se réjouissait d'un éventuel échec. Mais ici, on parle en réalité de discussions à long terme pour être en mesure de procurer, via les surplus d'Hydro-Québec, une énergie propre, une énergie renouvelable, en réalité procurer un avantage économique pour le Québec. Mais de penser qu'entre novembre 2018 et aujourd'hui, on a eu une entente, mais non. De penser que le parcours serait court et non ardu, ben non. Mais on a des ententes là, sur le point d'arriver avec le Maine, avec Massachusetts. 2, 3, 4, 5 ans de discussion. Et il faut comprendre aussi ce que semble oublier l'opposition, qu'avec l'Ontario, on a déjà des ententes aussi. Actuellement, on exporte 2 TWh jusqu'en 2023. Donc, pour nous, on ne sera pas résignés. On va poursuivre les discussions. Et effectivement, on compte bien exporter nos surplus pour le bénéfice économique. Première complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, le premier ministre a dit à plusieurs reprises qu'il est un deal-maker. En novembre dernier, il a présenté un deal qu'il ne pourrait refuser au premier ministre Ford. Il a tout offert aux Ontariens, sa chemise, les pantalons et tout le reste. Il a offert une copropriété des nouveaux barrages, des jobs payants aux travailleurs ontariens. Et en plus, il a promis de l'électricité qui serait pas chère en Ontario. Malgré tout, il s'est fait dire non. Il s'est fait revirer de bord cavalièrement. Après avoir tout offert au gouvernement voisin. Est-ce que le ministre peut dire aux Québécois jusqu'où son gouvernement est prêt à aller pour réaliser la pensée Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, résignation, c'est ce que j'entends. Résignation. S'il vous plaît. On sera très loin d'être résignés. On va continuer nos échanges. Effectivement, on a un surplus actuellement. On a de la capacité de distribution. On a une énergie verte, renouvelable. Franchement, les États provinciaux, comme au sud de la frontière, ont tout intérêt à regarder notre énergie pour la réduction des GS, pour faire la transition énergétique. On a un super produit et on va poursuivre les discussions. Et c'est pas vrai qu'on va s'arrêter à une seule déclaration. On va poursuivre les discussions parce qu'on le sait que notre produit, c'est le meilleur. Et soyez assurés que nos voisins, éventuellement, vont adhérer à ça. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, chaque jour qui se passe, on s'aperçoit que ce n'est pas des nouveaux barrages que le premier ministre proposait à l'époque, mais bien des nouveaux mirages.
Après tout, il disait qu'avec son alliance énergétique, le Québec deviendrait la batterie de l'Amérique du Nord. À l'époque, il visait 3 régions. La Nouvelle-Angleterre, c'est nous qui avons négocié le contrat. L'État de New York, c'est nous, en 2017, qui avons envoyé les propositions. L'Ontario, c'est nous, en 2016, qui avons signé la plus grosse entente de l'histoire. Le plan du premier ministre était d'en faire plus. Mais pour une alliance, il faut avoir des alliés. Comment allez-vous écouler les surplus d'Hydro-Québec et allez-vous déjà annoncer la mort de l'éphémère projet? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, Monsieur le Président, écoutez, il faut prendre le temps de faire les choses dans des négociations avec des projets de plusieurs milliards d'exportations. Actuellement, l'Ontario a 58 % de sa production électrique qui vient en réalité de centrales nucléaires. Au cours des prochaines années, tout le monde sait que les 20 centrales nucléaires de l'Ontario vont nécessiter des sommes importantes pour les réhabiliter, pour les mettre aux normes. Nous, on pense que la proposition que fera le gouvernement du Québec, que fait le gouvernement du Québec d'exporter, sera une soupape intéressante pour l'Ontario. Et on va continuer les discussions parce que c'est une énergie propre, renouvelable, et ça va profiter à la richesse de tous les Québécois. Aucunement question, Monsieur le Président, d'être résigné. Et si vous travaillez contre, au moins, faites Question pas de mal. principale, Monsieur le député de Viau. Monsieur le Président, le 7 février, la ministre du Tourisme annonçait qu'elle entamait une tournée des régions et elle irait à la rencontre de l'industrie touristique. Nous reconnaissons tous l'importance des retombées économiques de cette industrie pour l'économie québécoise, et ce partout au Québec. L'idée d'une tournée comme celle-ci est une bonne façon d'ailleurs d'aller à la rencontre des différents partenaires. Mais encore faut-il le faire correctement. Le Québec compte 22 associations touristiques. Or, la ministre ne fera que 18 arrêts. Elle a décidé de regrouper quelques associations. Par exemple, elle va au Bas-Saint-Laurent, mais pas en Gaspésie. Sa consultation du 8 avril regroupera donc les régions de Percé et la Pocatière. Un très grand territoire, 7 heures de route, 614 kilomètres. Puisque la ministre prétend vouloir connaître et entendre les acteurs de l'industrie, pourquoi ne va-t-elle pas à la rencontre des 22 associations touristiques dans chacun de leurs territoires? Question de bien connaître les enjeux locaux. Madame la ministre du Tourisme. Merci, Monsieur le Président. Merci du collègue de la circonscription de Viau. C'est la première fois, Monsieur le Président, qu'une ministre du Tourisme décide de faire la tournée entière du Québec. C'est la première fois qu'une ministre s'engage à faire la tournée des régions. On a commencé la semaine passée, Monsieur le Président, avec le centre du Québec. Et oui, on fait 18 des 22 régions touristiques, Monsieur le Président, parce que vous savez quoi? On doit siéger ici au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Et oui, on a décidé de regrouper certaines régions sous la proposition de l'Alliance touristique du Québec et des associations touristiques du Québec. On est bien conscient que le Bas-Saint-Laurent, ce n'est pas la Gaspésie, Monsieur le Président, mais on a décidé de regrouper nos efforts et faire en sorte qu'on puisse être sur le terrain, aller rencontrer les gens de l'industrie, parce que l'objectif premier de cette tournée-là, Monsieur le Président, c'est d'être sur le terrain, d'aller voir les gens de l'industrie et d'arriver en 2020 avec un plan de développement économique de l'industrie touristique du Québec. Première complémentaire, Monsieur le député de Viau. Monsieur le Président, j'inviterai Madame la ministre à prendre connaissance du travail accompli par ses prédécesseurs dans ce dossier-là, notamment en matière de tourisme d'agrément. Je suis certaine que les entreprises, les associations et les élus se déplaceront pour venir à notre rencontre. C'est ce qu'a déclaré l'attaché de presse de la ministre au journal L'Avantage gaspésien. Cette déclaration m'apparaît un peu déconnectée. Mettre le poids sur les épaules des intervenants de se déplacer, alors que dans les faits, la ministre devrait vouloir véritablement entendre tous les partenaires. Va-t-elle modifier son agenda pour consulter... Madame la ministre du Tourisme. Monsieur le Président, de mettre le poids sur les gens de devoir se déplacer, je tiens à rappeler aux collègues qu'on fait 18 des 22 régions touristiques au Québec. 18 des 22 régions. On invite tous les partenaires à se déplacer, à venir sur le terrain avec nous, parler des enjeux de main-d'œuvre, parler des défis auxquels font face les restaurateurs, les hôteliers, et ensemble, sur le terrain, à écouter ces gens-là, Monsieur le Président, c'est de cette façon-là que nous, notre gouvernement, nous allons produire dès 2020 un plan de développement économique de l'industrie touristique, Monsieur le Président, parce que pour nous, l'industrie touristique, c'est un levier économique important. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Viau. Monsieur le Président, la tournée qui a débuté vendredi dernier à Drummondville a connu un faux départ.
Lorsque le journal L'Express a tenté d'en savoir davantage sur la vision de la ministre, celle-ci a fermé la porte aux questions locales, notamment en refusant de commenter la fin du mondial des cultures, alléguant que le sujet prioritaire était sa tournée. Elle a même demandé aux journalistes d'arrêter de la questionner sur le sujet. Elle ne veut visiblement pas écouter tous ses partenaires. Est-ce que la ministre peut nous dire pourquoi et surtout pour qui Madame la elle fait ministre cette du tournée? Tourisme. Pour une ministre qui ne souhaite pas écouter les gens de l'industrie, je tiens à rappeler à mon collègue de Vio que, encore une fois, là, on fait 18 des 22 régions touristiques du Québec. Vous savez quoi, Monsieur le Président? Est-ce que je connais toute la Bible de l'industrie touristique du Québec? La réponse, c'est non. Alors, on avait invité les journalistes, Monsieur le Président, pour parler de cette formidable tournée, parler des gens, parler des gens de l'industrie qui font que le Québec est fier d'être vendu à l'international et ici au Québec, Monsieur le Président. Alors, on invite, et je profite de cette tribune-là, pour inviter tous les médias. Il nous reste encore 16 régions à faire. Ça me fera plaisir de les rencontrer, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée de Verdun. Merci, Monsieur le Président. Je suis préoccupée par le silence du gouvernement caquiste au sujet du financement de la culture. Depuis sa nomination, la ministre de la Culture n'a cessé de vanter la politique culturelle du précédent gouvernement, mais n'a toujours pas confirmé le maintien des 604 millions de dollars nécessaires à la poursuite de sa mise en œuvre. Dans un article de la presse, la ministre affirmait que les réponses quant au financement de la politique culturelle seraient offertes dans la mise à jour économique de décembre. Soit la ministre n'a pas fait ses devoirs, soit elle n'a pas l'écoute du ministre des Finances, puisque malheureusement, il n'y avait rien pour la culture dans la mise à jour économique. Lorsque je l'ai questionnée en Chambre au sujet de l'avenir de la politique culturelle, elle a annoncé des changements d'orientation sans jamais les préciser, sauf peut-être changer un slogan. La ministre peut-elle, une fois pour toutes, rassurer les artisans du milieu de la culture quant à l'avenir de la politique culturelle, mais surtout concrètement Madame la énoncer... ministre de la Culture et des Communications. Oui, merci. Je remercie la collègue pour sa question. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire qu'en ce qui a trait au financement, comme vous savez, il y a un budget qui s'en vient et mon collègue, le ministre des Finances, avec lequel j'ai eu plusieurs échanges, sera au rendez-vous et les demandes du milieu ont été également entendu. Et lorsque vous me dites, et je vais être très transparente ici, lorsque vous dites que j'ai mentionné qu'on trouverait certains chiffres à la mise à jour de novembre, j'avoue, Monsieur le Président, de décembre, que j'ai peut-être parlé un petit peu trop vite, j'avais trop d'enthousiasme. Chose certaine, je me bats et je me battrai jusqu'au bout pour que nos artistes, nos créateurs, nos productrices, nos producteurs, nos réalisatrices, nos réalisateurs, nos acteurs, nos actrices qui font rayonner le Québec à l'étranger aient tout ce qu'ils aient besoin, qu'on soit là pour les soutenir, les supporter, pour faire rayonner la culture du Québec à l'étranger. Ils sont bons, il faut en prendre soin. Terminant. Et moi, j'ai confiance, j'ai vraiment confiance en notre ministre, en notre... Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous.